Sarralbe veut accueillir de nouveaux médecins. La municipalité prévoit d'acheter les 2 maisons attenantes à la maison de santé pluridisciplinaire déjà existante pour y aménager 6 cabinets médicaux. Coût estimé de l'opération 1,5 million d'euros. Gros concert ce samedi à Sarreguemines. L'association des commerçants Les Vitrines de Sarreguemines organise pour la 2e fois la fête du printemps. Après les Worlds Apart l'année dernière, ce sont les L5 qui seront en concert sur la place du marché. Il y aura plusieurs premières parties avec Marina D'Amico, Giuliana Losardo et Matteo Licata. Le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. La ville de Sarreguemines veut célébrer cette journée sous le signe de l'unité et de la coopération européenne, des commémorations dans la lignée du parcours mémoriel initié en octobre dernier. Atelier artistique pour les enfants à Götzenbrück, la bibliothèque en organise régulièrement. Cette fois, c'était sur le thème de l'ombre et la lumière avec Edgar Bribois. Des révisions démocratisées grâce à Internet, une lycéenne de Saint-Avold partage des ressources gratuitement en ligne sur son compte Instagram Study avec Julie. Depuis 2 ans, elle est suivie par des milliers d'élèves. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Depuis 2 ans, l'énorme dossier économique du territoire, c'est le projet Holosolis. La gigafactory de cellules et panneaux photovoltaïques verra-t-elle le jour sur l'Europole 2 à Ambach? Et les bonnes réponses dans cette émission avec le nouveau PDG d'Holosolis, Bertrand Lecacheux, et notre invité du jour. On fait le point dans un instant. On s'intéresse d'abord à un phénomène qui touche particulièrement notre département, la désertification médicale. À Sarralbe, où 7 généralistes sont encore en activité, la commune anticipe les départs à la retraite et agit pour maintenir l'offre de soins. Elle s'apprête à étendre sa maison de santé en rachetant 2 maisons voisines avec l'ambition d'y accueillir 6 nouveaux professionnels d'ici 2027. Explications et réactions dans ce reportage de Tristan Ricli. Situées en plein centre de Sarralbe, ces 2 maisons attenantes au centre de santé pluridisciplinaire pourraient bientôt accueillir des cabinets médicaux. On va utiliser les 3 niveaux pour installer 6 consultations. 5 pour des médecins généralistes et 1 pour une médecin spécialiste. Au total, 350 mètres carrés à réhabiliter, auxquels s'ajoute l'aménagement d'une vingtaine de places de stationnement à l'arrière du bâtiment. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a beaucoup de pièces, beaucoup de volume. Par contre, le petit challenge, c'est installer un ascenseur qui dessert les 2 bâtiments pour être conforme PMR. Les surfaces sont là, il y a du potentiel. Les travaux, je pense qu'il y aura des nouveaux faux plafonds, l'électricité est à refaire. La toiture, les tuiles sont poreuses, donc toute la couverture devrait être changée. Il y a une huiserie, il y a la cage d'escalier qui devrait être refaite en conformité. Coût de l'opération, 1,5 million d'euros, dont 169 000 pour l'achat du bâtiment. La commune compte sur le soutien de la région pour financer jusqu'à 50% du projet. Elle table sur une ouverture au printemps 2027. Première étape, c'est travailler sur un cahier des charges, trouver un architecte, déposer le permis et lancer la consultation d'entreprise fin d'année, pour démarrage au printemps 2026. À terme, 9 médecins généralistes, dont une spécialiste, devraient exercer à Sarralbe, un renfort bienvenu pour cette habitante. Je crois qu'il n'y a jamais assez de médecins. Il leur faut de la place et puis c'est une bonne chose par rapport à ce qu'on entend dans les campagnes qui sont vraiment dépourvues. C'est du luxe même. Pour attirer ces professionnels, la municipalité a voté une aide à l'installation de 15 000 € par praticien. Elle compte aussi sur 2 médecins généralistes déjà en place qui encadrent des internes pour faire émerger une relève locale. C'est-à-dire qu'ils accueillent des internes en stage. Donc c'est des internes qui connaissent déjà Sarralbe, qui connaissent les habitants et c'est la porte d'entrée pour nous pour avoir ces installations qui vont se faire dans les prochains temps. J'ai une lettre d'engagement qui a été signée par ces médecins, donc on est sur du sûr. Et autre bonne nouvelle, 2 chirurgiens dentistes poseront leurs valises à Sarralbe dès septembre prochain. Et oui, des bonnes nouvelles côté accès aux soins. En revanche, si vous avez circulé sur les axes Woustviller, Ambach, Neufgrange ce matin, vous avez sans doute été retardé par des embouteillages. En cause, une enquête de circulation. Elle permet d'obtenir des informations sur les déplacements routiers pour comprendre et quantifier les flux de circulation lors des heures de pointe. Une circulation qui pourrait fortement augmenter à certains horaires si la Gigafactory se concrétise à Ambach. 2000 emplois à la clé et à terme un objectif de production de 10 millions de panneaux photovoltaïques par an. Le projet d'Holosolis sur l'Europole 2 est gigantesque, mais il a pris du retard. On fait le point avec le nouveau PDG d'Holosolis, Bertrand Lecacheux.
Alors Bertrand Lecachet, vous étiez directeur des opérations chez Holosolis, mais exit Jean-Jacob Baum-Vickers, vous avez été nommé par le conseil d'administration. C'est vous qui êtes désormais CEO. Félicitations. Merci. Alors les téléspectateurs de Mosaïque Cristal vous connaissent déjà un petit peu, en tout cas ils vous ont largement aperçu pendant toute la phase de concertation préalable du public à laquelle vous avez largement participé. Mais ils vous connaissent sans vous connaître. En quelques mots, qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Bertrand Lecachet, donc vous l'avez dit. Le temps passe vite, ça fait presque 30 ans que je travaille dans l'industrie. J'ai travaillé dans différents groupes français. J'ai travaillé dans l'aluminium, dans un groupe qui s'appelait Péchiné, il y a longtemps, quand j'ai démarré ma carrière. Puis dans le groupe Air Liquide, puis dans le groupe Valeo. Donc, je connais l'industrie et j'ai mené pendant ces 30 années différents projets de développement, de construction d'usines, etc. Et puis à titre personnel, j'ai 4 enfants et après avoir beaucoup déménagé en France au fur et à mesure de mes différentes prises de poste, maintenant j'habite en région parisienne et donc je suis à Sarreguemines à peu près 1 jour ou 2 par semaine en ce moment et de plus en plus quand l'usine va commencer à se construire. Et aujourd'hui à Mosaïque Cristal, et merci beaucoup. Et alors du coup, donc, vous êtes passé de directeur des opérations à CEO, président directeur général. Quelles sont du coup vos nouvelles missions? La différence principale avec ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est que j'ai un rôle de coordination des différentes fonctions de l'entreprise. Et pas simplement les opérations, mais aussi les ventes, le développement, la finance, pour faire en sorte que le projet aboutisse et que l'ensemble des fonctions de l'entreprise travaillent tous dans le même sens à la réussite de ce projet. Et puis il y a en ce moment une partie qui m'occupe beaucoup, c'est la levée de fonds, c'est-à-dire les discussions avec les nouveaux investisseurs, les négociations des accords d'actionnariat avec les nouveaux investisseurs. Donc ça représente une part importante de mon travail aujourd'hui. On n'en doute pas, mais alors justement, grande question par rapport à ça. Au tout début du projet, il était question de 700 millions d'euros. Le montant, il a été sérieusement revu à la baisse. Là, on en est à 850 millions d'euros. Revu à la hausse, oui. Revu à la hausse, pardon. 850 millions d'euros. Alors, pourquoi une telle augmentation et est-ce que ça arrive encore revu à la hausse? Alors, pourquoi une telle augmentation? La première enveloppe qui a été faite sur le projet, c'est une enveloppe qui a été faite sur la base de ratios d'usines de la même taille, d'usines photovoltaïques, mais comme il n'existe pas aujourd'hui d'usines photovoltaïques de cette taille en Europe, forcément, les comparaisons à un moment se heurtent à des limites, puisqu'on compare des usines européennes à des usines asiatiques ou américaines, on n'est pas exactement sur les mêmes coûts de construction, d'équipement, etc. Donc la révision passée de 700 à 850 millions d'euros, ça s'est fait quand on est rentré dans le détail de la conception, qu'on a commencé à regarder le traitement de l'eau, le traitement de l'air, toutes les spécificités locales du projet qui font que voilà, il y a des choses qui ont dû être revues à la hausse. Et dans les mois qui viennent, puisque plus on avance dans la conception du projet, plus on avance dans la connaissance fine des installations qu'on va mettre en place et des contraintes qu'on doit respecter, on va probablement devoir aussi revoir le chiffre un petit peu à la hausse, puisque on veut une usine très automatisée, très intelligente, donc ça veut dire qu'il y a de l'argent à dépenser sur l'intelligence artificielle, sur l'automatisation des moyens, etc. Et on n'est pas sur des lignes standards, donc il y a probablement un petit surcoût là-dessus. Et puis le traitement de l'eau, c'est un sujet qui a été longuement débattu pendant la concertation préalable et pendant la concertation publique. On veut être une référence sur le traitement de l'eau. Il n'existe pas aujourd'hui d'usines qui font du traitement de l'eau dans ces volumes avec les effluents qu'on va avoir. Donc on est sur des solutions innovantes, on travaille avec les leaders du marché et là probablement par rapport aux hypothèses de départ qui étaient des hypothèses moyennes, on va être probablement un petit peu au-dessus aussi. Donc il va falloir aller au-delà des 850 millions d'euros. Aujourd'hui, où en est la levée de fonds? Vous disposez de combien? Alors, il y a 2 aspects dans la levée de fonds. Déjà, elle se fait par étapes, comme vous le savez. Là, on est dans une étape qu'on appelle une série A qui va servir à financer toutes les études du projet jusqu'à ce qu'on démarre la construction. Et ensuite, il y aura une autre levée de fonds qui, elle, va servir à construire l'usine. Donc la levée de fonds sur laquelle on est en ce moment, on vise un montant entre 15 et 20 millions d'euros. Et là, je parle de fonds privés, je ne parle pas des subventions publiques qu'on a réussi, qu'on a obtenues, qui nous ont été accordées ces derniers mois.
Donc si on parle uniquement des investisseurs privés, on va dans les prochains jours ou les prochaines semaines, je vais être prudent, boucler avec un premier groupe d'investisseurs, une première partie de cette levée de fonds de 15 à 20 millions, donc une première tranche sur ces 15 à 20 millions. Et puis, dans les semaines qui viennent, on va conclure avec un deuxième groupe d'investisseurs. Pourquoi on le fait en 2 fois? C'est que ces discussions sont longues, ça nécessite des discussions juridiques entre nous et les nouveaux actionnaires pour se mettre d'accord sur le cadre de notre partenariat, de leur investissement, de la gouvernance de l'entreprise, etc. Et qu'on est une petite équipe aujourd'hui, donc ça prend beaucoup de temps d'avoir ces discussions-là et on n'est pas en capacité de mener cette discussion avec 5 investisseurs en parallèle. Donc on a pris un premier groupe qui étaient ceux qui étaient capables de signer le plus rapidement. On est en train de finaliser, on est dans les tout derniers jours de finalisation pour signer, puis ensuite on va refaire la même chose avec le deuxième groupe d'investisseurs avec lesquels on a déjà engagé des discussions. Lors de la signature du permis de construire fin janvier dernier, votre prédécesseur nous avait dévoilé en interview que le chantier pouvait être lancé à partir du moment où 200 millions seraient réunis. Est-ce que c'est toujours ce taquet de 200 millions et celui-là, vous espérez l'atteindre quand ? C'est exact, je ne vais pas contredire ce qu'a dit Jean-Jacob. En effet, pour la levée de fonds qui va servir à construire l'usine, il va nous falloir à peu près 200 millions d'euros de fonds privés. En plus de ça, vont s'ajouter le crédit d'impôt que l'État français nous a accordé et le fonds innovation européen pour lequel on vient de soumettre notre dossier. Donc il faut que ces trois montants-là soient réunis en même temps. Donc je l'ai dit, l'État français s'est accordé, les 200 millions d'euros de fonds privés qu'il va falloir aller chercher, et puis l'accord du fonds innovation européen. Et je pense que c'est le fonds innovation européen qui va faire le planning. On doit avoir une décision sur l'accord de ce fonds en novembre de cette année, et ensuite il y a plusieurs mois pour passer de l'accord au plan de financement. Donc je pense qu'on devrait avoir finalisé tout ça fin du premier trimestre 2026, début du deuxième trimestre 2026. Parce que depuis son dévoilement, le projet a pris énormément de retard en fait. Le début de la construction de l'usine sur l'Europole 2 à Humbar était prévu pour début 2025, c'est-à-dire maintenant. Et puis, alors du coup, par rapport au planning qui a été présenté durant la concertation, on recule tout de plus d'1 an en fait. On recule d'à peu près 1 an, puisqu'on avait envisagé, enfin on avait visé d'obtenir nos permis, nos autorisations en avril de cette année. On les a obtenus plus tôt que ça, puisqu'en janvier, alors libre de tout recours en avril, mais en janvier, on a signé les permis de construire, autorisation environnementale. Et donc dans le planning initial, on pensait que dès qu'on aurait les permis et les autorisations, on démarrait la construction. Bon, demain. Il s'est passé plein de choses depuis, notamment le contexte géopolitique, ça vous a pas échappé, il y a eu quelques perturbations, il y a une Assemblée nationale qui a été dissoute, etc. Et donc tout ça, ça a rallongé les discussions qu'on a avec les investisseurs. Et avec le fonds innovation européen qui ne sera accordé que plutôt sur lequel on aura le plan de financement que début 2026, on va démarrer la construction début 2026. Donc avril 2025, avril 2026, il y a à peu près 1 an de décalage en effet. Ce qui décale tout aussi du coup pour les différentes vagues de recrutement qui doivent être menées. À l'heure actuelle, au Holosolis, vous n'êtes qu'une petite poignée en fait. Vous êtes combien de salariés au Holosolis ? On est une quinzaine de salariés. Alors on a des consultants qui travaillent avec nous, mais on est une quinzaine de salariés au Holosolis au jour d'aujourd'hui. Donc en effet, c'est une petite équipe pour mener tout ce qu'il y a à mener. Et pour atteindre à terme, normalement, 2000 emplois, donc les premiers gros recrutements dans 1 an minimum ? Oui, c'est-à-dire qu'on a en 2026, alors je vais donner des chiffres indicatifs, mais on a entre 100 et 150 recrutements qui vont être faits en 2026. Et puis la grosse vague en 2027, à peu près 600 recrutements, et à nouveau 600 recrutements en 2028. Et puis en 2029, on arrive avec la dernière vague de recrutement pour atteindre les 2000. Ouais. Donc pour tous ceux qui ont déposé leur CV pendant la phase de concertation préalable du public, il va falloir être très patient, il faut trouver un autre job en attendant quand même. Vous avez parlé du contexte politique, notamment français, dissolution de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, et concernant le contexte international, en particulier la politique menée par Trump. Est-ce que ça a des répercussions sur Holosolis ? Est-ce que vous n'avez pas peur que l'Europe se retrouve par exemple inondée de panneaux photovoltaïques chinois ? C'est déjà le cas, donc ça ne changera pas. Mais non, je dirais que
le contexte, notamment ce qui se passe aux États-Unis, ne fait que renforcer le besoin de mener le projet qu'on mène. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on ne peut pas être dépendant de décisions extérieures à la France et à l'Europe, et donc on a besoin d'avoir cette souveraineté industrielle et énergétique. On a besoin de fabriquer nous-mêmes les panneaux solaires qu'on installe sur nos toits, sur nos usines, parce qu'autrement, si demain on ne peut plus rien importer de Chine, ou si demain les tarifs douaniers s'envolent, eh ben, on se retrouve avec l'incapacité de développer le photovoltaïque. Donc je dirais que ça ne fait que renforcer ce qu'on fait, ça ne fait que confirmer ce qu'on fait. Mais pour le moment, on est toujours en phase d'études, en phase de levée de fonds. À quelle date pourra-t-on vraiment être sûr, certain, que cette Gigafactory va être construite à Ambach? Alors, déjà, construire une usine, c'est toujours un projet compliqué. Alors, vu la taille de notre usine, c'est un projet très compliqué et ça prend du temps. Les études qu'on mène en ce moment, ce qu'on appelle l'APD, l'avant-projet détaillé, va nous emmener, je pense, jusqu'à l'automne. Ensuite, il va falloir qu'on fasse la sélection des fournisseurs, donc qu'on lance des consultations, qu'on choisisse les fournisseurs et qu'on contractualise avec les fournisseurs. Vous avez parlé du montant de l'investissement. Compte tenu des montants, on prend un petit peu de temps à négocier, à sélectionner les fournisseurs. Donc ça va nous emmener en début d'année 2026 avec le début de la construction. Et je pense que la clôture de cette première levée de fonds Seria sur laquelle on est en ce moment, qui va nous permettre de mener toutes ces études et cette consultation, ça va déjà être un jalon important, puisque ça va assurer que le projet va arriver à un état de précision et de maturité suffisante pour que les investisseurs ensuite en série B, donc pour la construction, investissent, puisque le niveau de risque sera beaucoup plus faible pour eux. Donc il faut qu'on patiente encore un sacré nombre de mois pour avoir la garantie. Alors, je ne dirais pas un sacré nombre de mois, mais je dirais que d'ici l'été, notre Seria sera normalement bouclée ou quasiment bouclée. Et donc là, on aura déjà passé un jalon très important. Eh bien, merci Bertrand Lecacheux d'avoir été aujourd'hui l'invité de Mosaïque Cristal. On poursuit avec un exercice grandeur nature pour le SDIS. Il a été organisé sur le site d'Enedis à Thionville pour tester la coordination des pompiers et des salariés en cas d'incident. Au total, 25 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, venus des centres de secours et d'intervention de Thionville, Hayange et Étanges-Grande. Reportage de Mariva. Et on a un début d'incendie sur un transfo qui est stocké sur notre parc. De la fumée s'échappe du bâtiment. Ouais. L'alerte est donnée et les salariés du site sont immédiatement évacués. Oui, il y a un bâtiment, donc il y a de la fumée qui rentre dedans et il y a un collègue qui manque à l'appel. Mais pas de panique, tout ceci n'est qu'un exercice. Une pièce de rangement de stockage allait effectuer une reconnaissance, il se peut que la personne se retrouve. 25 sapeurs-pompiers, fourgon incendie, grande échelle, ambulance, un exercice grandeur nature réalisé sur le site Enedis de Thionville. L'objectif, tester la réactivité du personnel du site et entraîner les sapeurs-pompiers dans des conditions difficiles. C'était intéressant et puis après c'est vrai qu'ils sont très rapides donc on n'a pas trop le temps de voir les choses arriver. C'est pour voir si nos infrastructures sont en fait dans les règles, tout simplement, le plan d'évacuation, ces choses-là. C'était important pour nous de voir que le site soit bien conforme et que les gens soient bien formés dans ce type de situation. C'est à la fois impressionnant, mais également on est très satisfait du résultat, parce que là c'est un exercice où tout le monde a pu vraiment se tester, on a pu mettre en évidence ce qui marchait bien, ce qu'il fallait encore améliorer, parce qu'on a toujours à s'améliorer, et on est vraiment dans cette dynamique-là aussi à Enedis. Donc oui, vraiment satisfait de cette journée. Un exercice issu d'une coopération entre le SDIS 57 et Enedis, rodé depuis maintenant 10 ans. Et dans ce partenariat, on a un échange de compétences réciproques, en l'occurrence ce genre d'exercices qui sont un peu plus exceptionnels, mais tout au long de l'année, on partage aussi des compétences telles que la conduite hors chemin, où les pompiers sont un peu plus habitués que nous à intervenir dans des milieux difficiles, et on les sensibilise au risque électrique en faisant des formations soit sur site en salle, ou même des exercices d'évacuation de victimes à proximité des ouvrages électriques. Un partenariat qui va jusqu'à l'engagement, puisqu'ils sont 8 salariés d'Enedis à être pompiers volontaires. Chaque jour, le SDIS 57 réalise près de 200 interventions, souvent en lien avec des infrastructures électriques.
Après le grand succès du concert des Worlds Apart l'année dernière, les vitrines de Sarreguemines en organisent un nouveau sur la place du marché cette année. Les L5 seront présentes avec plusieurs premières parties. Marina D'Amico, Giuliana Losardo et Matteo Licata. Rendez-vous dès 18h ce samedi pour profiter des premières parties. Et notez que tout le concert est gratuit. Une représentation qui s'inscrit dans le cadre de la fête du printemps avec le soutien de la ville. On écoute le président des vitrines de Sarreguemines et une des membres du comité au micro de Thibaut Desmerlet. Alors c'est la deuxième fois qu'on renouvelle cet événement, Sarreguemines fête le printemps. L'année dernière, l'événement a eu un gros succès, donc on avait vraiment envie de le renouveler. Ça permet de faire venir un petit peu les Sarregueminois et les gens de l'arrondissement de Sarreguemines en centre-ville et de leur faire découvrir nos commerces. C'est de montrer aux Sarregueminois que leur centre-ville est attractif et vraiment qu'ils le redécouvrent, qu'ils découvrent tout ce qui a été fait par la ville, tout ce que les commerçants font au cours de l'année et vraiment de les faire venir ce jour-là et qu'ils aient envie de revenir également les autres jours. Les L5, ça a été une des propositions qu'on nous a faites. On les trouve très très fédératrices et elles sont pleinement dans l'air du temps. La nostalgie des années 90-2000 revient. On l'a testé l'an dernier avec les garçons, cette année pourquoi pas avec des filles. Elles vont intégrer une nouvelle tournée l'année prochaine pour I Got a Feeling. Donc effectivement, s'ils arrivent à faire des tournées de Zénith, c'est qu'il y a un vrai engouement autour de la nostalgie des années 90-2000. Scène, ingénieur son, un décor, un photocall, forcément faire apparaître nos partenaires sans qui on ne pourrait pas créer ce type d'événement. Et voilà, tout simplement. Ils vont faire du bruit ce week-end. Des centaines de motards seront mobilisés pour la 28e édition de l'opération Une rose, un espoir. Ils parcourront les communes de l'arrondissement pour proposer des roses aux habitants en échange d'un don pour la Ligue contre le cancer. En 2024 en Moselle, 1 200 000 € ont été récoltés. La ville de Sarreguemines veut célébrer la journée de l'Europe. Vendredi 9 mai, plusieurs discours et animations auront lieu place Sibylle. Cette date est symbolique. Le 9 mai 1950, Robert Schuman prononçait son célèbre discours, aujourd'hui considéré comme le texte fondateur de la construction européenne. Le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf, nous en dit plus sur le programme de la journée de l'Europe. Eh bien, nous allons commémorer tout d'abord avec quelques interventions, celle du consul général en Sarre, M. Spinoza, parmi d'autres invités. Nous aurons des chants d'élèves d'école de lycéens, l'Ode à la joie notamment, lecture de textes de Schuman et autour du thème européen. Il y aura également la plantation d'un arbre symbolique pour commémorer ce moment-là. Voilà, et puis bien sûr toute la convivialité qui va avec. Est-ce la suite finalement du parcours mémorial mis en place à partir d'octobre 2024 ? Absolument. Le cycle a commencé au mois d'octobre lorsque nous avons rappelé les bombardements dont a souffert Sarreguemines. Au mois de décembre, nous avons commémoré la libération de Sarreguemines, bien sûr, avec nos voisins allemands, avec force démonstration, images et expositions. Et puis cette fois-ci, c'est la réconciliation européenne et l'élargissement des horizons aussi que permet la paix. Il n'y a pas d'âge pour se lancer dans les activités artistiques. La bibliothèque de Götzenbrück organise régulièrement des ateliers pour les enfants pendant les vacances scolaires. La semaine dernière, des enfants du secteur ont peint le Petit Prince en apprenant à observer la lumière et les ombres. Reportage d'Emilie Azel. À chaque fois, c'est une technique différente qui est travaillée avec les enfants. Cet atelier artistique est régulièrement organisé par la bibliothèque de Götzenbrück. La semaine dernière, une dizaine d'enfants y ont participé au foyer rural de la commune. Edgar Bribois animait l'atelier sur la thématique de l'ombre et la lumière en peinture avec le Petit Prince. La lampe qu'il y a là-dedans, on va dire que c'est le soleil. Et qu'est-ce que vous voyez comme différence entre un côté et l'autre côté? Qu'est-ce que vous observez là du Petit Prince? Les objectifs de ces ateliers artistiques sont d'ouvrir les esprits et développer les compétences des enfants. C'est aussi un moyen de faire davantage connaître la bibliothèque de Götzenbrück.
Sarralbe compte 3 nouveaux habitants. Mélodie et Maurice, le célèbre couple de cigognes, a donné naissance à 3 cigogneaux qui viennent de briser leur coquille. Un événement suivi en direct par de nombreuses personnes via la webcam installée au-dessus du nid. Un engouement tel que le site de la ville a rapidement saturé. 3 autres œufs sont encore en couvaison. Il ne reste évidemment plus qu'à espérer que la météo sera clémente cette année pour les cigogneaux. On va déjà regarder les prévisions pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Bitche, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, pour demain le ciel sera très couvert avec quelques risques d'averses, surtout en première partie de journée. Dans l'après-midi, il devrait progressivement se dégager pour laisser place à un temps plus calme en soirée. Côté température, les minimales iront de 7 à 9 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain nous fêtons les marques et il fera jour de 6h20 à 20h38. Passez tous une belle journée et à demain. Plus 1 euro? Mais sérieux? Ah oui, c'est du sérieux. Le menu bon et pas cher Évolu. Pour 1 euro de plus, remplacez votre 4e produit par un plus copieux. Ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez en profiter au nouveau restaurant Burger King de Rohrbach-les-Bitches. Burger King. Redécouvrez votre Intermarché de la Citadelle à Bitche. Et pour l'occasion, c'est Pâques à tous les rayons. Retrouvez une grande sélection de délicieux chocolats, mais également notre boucherie avec un large choix de viande d'origine France, sans oublier notre rayon poissonnerie. Intermarché, tous unis contre la vie chère. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. Un sérieux coup de pouce pour réviser pour le brevet et pour le bac. Une lycéenne de Saint-Avold utilise Internet pour rendre la révision plus accessible et ludique. Depuis 2 ans, Julie accompagne des milliers d'élèves avec son compte Instagram Study avec Julie, un projet qui vise à démocratiser l'apprentissage grâce à des ressources gratuites en ligne. Reportage d'Elisa Wittich. Alors là, je suis en train de faire des fiches de révision que je vais poster sur mes réseaux sociaux. Là, c'est une fiche de révision pour le brevet en SVT et sur la technotique des plaques. Et là, je vais tranquillement copier-coller pour pouvoir mettre les éléments sur Canva. Et après, je pourrai la poster sur les réseaux sociaux. Détrompez-vous, Julie ne prépare pas le brevet des collèges, mais plutôt les épreuves du baccalauréat. Depuis presque 2 ans, cette lycéenne crée des fiches de révision en ligne, par plaisir, mais aussi par conviction. C'est vraiment pour essayer d'aider les élèves, les parents, être un petit pilier. Tout ce que je fais, c'est disponible gratuitement parce que je crois en l'équité des chances, en l'égalité des chances. Je pense que tout le monde, peu importe l'argent qu'on a, on n'a pas forcément tous les moyens ou l'envie d'acheter des dizaines de manuels à 20 €. Une fois réalisée, Julie partage ses fiches de révision sur ses réseaux sociaux et après 1700 fiches postées, elle manie à merveille l'algorithme avec presque 200 000 abonnés. Je prends une vidéo d'illustration et après je prends des fiches. Après, je vais me rendre sur le montage et je vais tranquillement monter ça en quelques secondes. Et après, je vais réaliser ma voix off. C'est assez simple, je parle à mon téléphone. Les 2010, 100 sur 100 au brevet de français, Screnza. Pourtant, en classe de première, cette influenceuse en herbe décortique les programmes de la 6e à la terminale. C'est vrai que ça m'a aussi énormément aidée dans ma scolarité parce que depuis que je fais ça, je suis quand même passée de 14 à 17 de moyenne générale. Regarde, je viens de finir ma fiche sur les homothéties. Donc je suis trop contente parce que j'ai réussi à faire 3 paragraphes qui expliquent. C'est plus parlant quand il y a un petit peu de... Ouais, c'est ça. Bon, là aussi, j'avais essayé de faire un petit schéma. Pourtant, l'entrée de la jeune fille au lycée n'a pas été tout rose, ce qui l'a poussée à choisir l'instruction à la maison.
Il y avait eu un souci en fait par rapport à une prof dans une matière en seconde. Après en avoir parlé avec le lycée, le médecin, il s'est trouvé qu'on n'avait pas beaucoup de solutions et que la plus pas efficace, mais serait en fait l'instruction à la maison. Pour le moment, Julie garde les yeux rivés sur ses fiches, mais avec des rêves plein la tête pour la suite.